Soyez les bienvenus dans Maghreb Orient Express sur TV5 Monde. Au sommaire de ce nouveau numéro, Maghreb Cassette Club, un projet musical inédit qui ressuscite la scène raï lyonnaise des années 1980 et 1990. Côté musique toujours, Ranili, un autre projet qui a rendu hommage récemment au chanteur Idir qui nous a quittés. Idir, grand chanteur algérien de langue kabyle. Notre éditorialiste Slimane Zeguidour nous fera découvrir le destin hors norme d'un compositeur de musique, Mohamed Igerbouchen, compositeur algérien du XXe siècle, qui est pourtant tombé dans l'oubli. Mais d'abord, direction les montagnes libanaises où nous attend le romancier Alexandre Najar. Bonjour Alexandre. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans cette émission. Vous avez écrit dans l'urgence votre nouveau roman. Vous étiez alors confiné à Beyrouth, la capitale du Liban. Ce roman, il a pour titre La couronne du diable. Il est publié aux éditions Plomb. D'abord, peut-être quelques mots sur l'envie. Pourquoi vous avez pris la plume pour écrire ce roman alors que vous étiez vous-même confiné? Je pense qu'un écrivain face à un fléau comme le Covid ne pouvait pas rester les bras croisés. Il ne pouvait pas laisser passer cette épidémie sans témoigner. Et moi, j'ai toujours cru dans ce que Camus appelait l'obstination du témoignage. Et je crois que c'est le rôle du romancier aujourd'hui de raconter ce qui se passe, parce que nous avons beaucoup d'interrogations. C'est quand même un événement qui a bouleversé nos vies. Donc, c'était presque un devoir de raconter ce qui s'est passé. Et en même temps, je me suis cantonné au premier acte de la tragédie, comme je dis, c'est-à-dire les débuts. Parce que je crois toujours que les commencements sont essentiels, aussi bien dans les guerres que dans les histoires d'amour. En l'occurrence, je pense qu'il est important de voir comment nous avons fait face au début de cette épidémie dont on ne sait toujours pas comment elle va évoluer. Alors, couronne, c'est pour bien entendu Corona. C'est d'ailleurs, on le rappelle, tout le monde ne le sait pas forcément, mais c'est le tour de ce virus qui est une couche de gras, de graisse. Et c'est pour ça qu'il faut se laver les mains au savon pour qu'il disparaisse, hein. C'est un geste barrière qu'il faut toujours appliquer. Bien entendu, vous avez parlé d'une pandémie qui bouleverse chacune et chacun d'entre nous, et notamment l'écrivain qui est au cœur de votre roman. Il s'appelle Gaudens. Il est bouleversé et il est téléporté au Japon, dans un commissariat à Wuhan, mais aussi dans ce fameux navire de croisière, Diamond Princess, dont on a beaucoup parlé au large du Japon, au Liban aussi avec un jésuite révolutionnaire. On va en France, enfin on voyage beaucoup à travers ce roman. Comment avez-vous choisi les scènes, les séquences en fait? Donc en fait, j'ai pensé que comme cette pandémie est mondiale, donc il fallait un peu donner des points de vue différents, c'est-à-dire se placer dans la peau de plusieurs personnages dans plusieurs pays. On ne pouvait pas seulement parler de témoigner dans un seul pays parce que chacun l'a vécu différemment, aussi bien en Chine qu'en France, qu'en Italie, qu'en Espagne, qu'aux États-Unis, qu'en Iran, même il y a un chapitre. Donc j'ai choisi des pays où le témoignage pouvait être assez significatif, où les épisodes que j'allais raconter ne se ressembleraient pas et où chacun, en se mettant dans la peau de chacun des personnages, je pouvais donner un point de vue différent, un témoignage différent. Mais finalement, tout se recoupe, hein. Alors, il y a notamment cette enseignante française qui est bouleversée par la contamination de sa mère. Il y a un journaliste américain qui est féru de théories complotistes. On trouve aussi ce médecin iranien qui, lui, est confronté à un cas de conscience. Et puis, il y a ce jésuite libanais révolutionnaire. Allez, racontez-nous peut-être la scène, quelques mots sur ce fidèle chrétien. Oui, en fait, il faut dire que la communauté jésuite a été particulièrement frappée par le coronavirus. Il y a eu plusieurs prêtres qui ont été touchés, dont un qui est décédé. Et donc, j'étais très sensible à cela parce qu'il joue un rôle très important dans la vie culturelle libanaise. Et puis, donc, j'ai imaginé qu'un de ces prêtres jésuites était très révolutionnaire dans l'âme et participait aux manifestations qui ont commencé en octobre. Et donc, il est un peu déçu du fait que la pandémie a freiné l'élan révolutionnaire. Donc, il doit rencontrer évidemment les paroissiens pour leur remonter le moral. Il est confronté à une communauté qui a vraiment existé, qui refuse par exemple que la communion se fasse avec la main, c'est-à-dire qui exige qu'elle soit dans la bouche. Et ça a créé tout un problème ici parce que, évidemment, pour des raisons d'hygiène, les prêtres refusaient que la communion se fasse comme d'habitude. Il y a des fondamentalistes qui refusaient cela. Il faut dire que ce coronavirus nous
mis dans des situations à la fois tragiques, évidemment avec tous les malades, les morts, mais aussi des situations complètement absurdes. Maintenant, nous avons une société presque sans visage avec nos masques, etc. Nous ne pouvons plus nous saluer. Ça a vraiment, il y a un côté assez, je pense que Ionesco et Beckett auraient volontiers été inspirés par cette épidémie parce qu'il y a des choses vraiment insensées que nous vivons. Et j'espère que ça va bientôt finir parce que ça commence à bien faire, je crois. Alors, c'est donc un roman fiction qui s'inspire de faits réels, qui s'inspire aussi de ce qui est arrivé à Gustave Flaubert, le grand écrivain français. C'était au milieu du 19e siècle précisément, en 1850, et c'est une histoire que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas forcément. Oui, Racontez-nous. Gustave Flaubert a fait son fameux voyage en Orient en compagnie de Maxime Ducamp. Et arrivé à Beyrouth, il est mis en quarantaine, enfin, avant de pouvoir débarquer. Donc, tout l'équipage, enfin, tous les passagers se sont retrouvés en quarantaine et il écrit à des amis pour leur raconter comment c'était. Et c'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui, en ce sens qu'il est complètement coupé du monde. On lui amène les vivres avec une sorte de perche. Le personnel qui s'occupe de lui s'enfuit comme s'ils avaient vu la peste. Donc c'est vraiment très cocasse et en même temps aussi absurde. On revient à cette absurdité. Donc c'est quelque chose qui a été vécu non seulement lors de la grippe espagnole dont on a beaucoup parlé, mais même aussi au 19e siècle, comme vous l'avez dit, à travers ces quarantaines qui étaient les lazarets où les passagers étaient confinés. Donc c'est tout à fait ce que nous vivons aujourd'hui, hélas. Alors, Gustave Flaubert, donc, à découvrir aussi dans ce roman. Alexandre Najar, vous avez évoqué il y a quelques instants les manifestations qui secouent le Liban depuis le mois d'octobre. Elles ont été interrompues, bien entendu, pendant le confinement. Et puis, depuis le mois de mars, encore beaucoup de rassemblements, Oui, de je colère crois. aussi. Le Liban traverse une grave crise économique. Comment est-ce que vous vivez cela et que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Je pense que cette crise est due surtout à la classe politique qui est vraiment catastrophique, qui a mené le pays à la ruine à cause de la corruption. Et je crois que les manifestants ont tout à fait raison de revendiquer leurs droits, de revendiquer que des élections anticipées pour en finir avec cette classe politique. Simplement, j'espère qu'ils soient mieux organisés. On a vu, par exemple, en France, avec les Gilets jaunes, quelquefois la désorganisation fait qu'on n'arrive pas toujours au but souhaité. Merci beaucoup, Alexandre Et Najar, moi, d'avoir répondu à nos questions dans Maghreb Express sur TV5 Monde. La couronne du diable, c'est donc le titre de votre nouveau roman. C'est aux éditions Plomb. On va quitter les montagnes libanaises pour, si l'on peut dire, les montagnes algérienne de Kabylie, les Djourdjoura, puisque c'est là-bas qu'est né le projet Ranili, un projet musical qui a d'ailleurs rendu tout récemment hommage au chanteur Idir qui nous a quittés. On écoute cet extrait et on se retrouve juste après avec Samira Bramia, musicienne, chanteuse qui porte ce projet. Voilà pour ce bel hommage au grand chanteur Idir et avec nous comme promis Samira Bramia. Bonjour Samira. Bonjour. Difficile de ne pas commencer avec vous par justement ce que représentait pour vous Idir, grand chanteur algérien de langue berbère, de langue kabyle. Sa plus belle arme a été ses œuvres, sa musique, sa façon de parler aux gens, son calme. Pour moi, c'était quelqu'un de très intelligent et c'est clair que sa musique a été son plus beau message de paix, de tolérance, de partage. Il a ouvert à la musique kabyle les frontières et il a fait connaître. Et c'est ça, pour moi, l'engagement d'un artiste par rapport à la défense d'une culture ou d'une diversité. Son dernier concert, son concert par exemple en Algérie a eu un impact incroyable sur justement cette langue, cette identité qui est en nous tous et je veux dire, de revenir en Algérie et de donner ce message, il a laissé un flambeau. Il y a une très, très belle émergence de la jeunesse nord-africaine qui arrive. Et mon désir, c'est vraiment qu'on se connaisse et qu'on fasse connaître un peu cette jeunesse-là. L'universalité d'Idir, hein, vous avez insisté sur l'universalité. Je rappelle d'ailleurs qu'Aveva Inuva a été un tube planétaire, on le sait, dans les années 1970. Elle a été notamment interprétée en corse, en catalan, en grec, pour ne citer que trois langues. Idir, donc, l'universalité, c'est comme ça qu'est né votre projet Ranili. Tiens, Ranili, Samira Bramia, ça veut dire quoi?
Ranmi, ça veut dire chante-moi une chanson, chante pour moi. J'essaye de défendre le partage et la musique dans la solidarité, dans la découverte, dans le, comment dire, dépasser les frontières, ne pas mettre les gens dans des boîtes. Et avec le confinement, j'ai eu ce désir-là je me suis dit pourquoi pas. Peut-être que c'est le moment puisque de toutes les façons, il faut le dire aussi qu'il y a beaucoup d'artistes africains qui ne peuvent pas voyager parce qu'ils ont des problèmes de visa. J'ai commencé à appeler les amis au Maroc, en Libye, en Tunisie, en Algérie, en France. Et tout le monde a commencé à me répondre oui. Babylone a dit oui, Sofiane Saïdi a dit oui, Yous, Labès, enfin voilà, il y a plein de gens qui m'ont dit oui et j'étais très étonnée de l'énorme oui que j'ai reçu. J'adorerais créer des ponts comme ça entre des artistes et des musiciens marocains et des musiciens canadiens et vraiment ouvrir les frontières tout simplement. Eh bien, on va maintenant écouter, puisque vous l'avez évoqué il y a un instant, la chanson Zina, interprétée par le groupe Babylone, et on vous retrouve juste après Samira Bramia. زينة ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا وها يا زينة ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما Zina, Zina, qui est bien entendu un prénom. Zina, ça veut dire belle, ça évoque la beauté. Samira, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi parle ce morceau? Alors c'est une chanson d'amour qui parle d'un poète qui est transi, qui est amoureux, qui n'en peut plus et on parle de cette Zina, c'est comme une légende comme ça, comme un personnage comme ça qu'on imagine sortir de l'ombre, sortir des ténèbres et éclairer la vie de ce poète. Et c'est une chanson que j'adore parce qu'elle est elle est romantique en fait. Et j'en suis très très fière parce qu'elle a été vraiment traduite dans plein de langues, ils sont à des centaines de millions de vues et justement c'est la génération d'après qui est arrivée en Algérie et je suis très fière d'eux. Est-ce que vous allez élargir en fait ce projet? Là, on est en Algérie, mais à travers l'ensemble du Maghreb. Bah, vous savez, je suis, ambassadrice du droit d'auteur, en Afrique auprès de la CISAC et je me rends compte il y a vraiment une richesse, il y a vraiment un talent qui émerge comme ça et par exemple, dans le projet Ranelli, j'ai déjà une artiste que j'adore qui s'appelle Julia Sarr, qui est une artiste sénégalaise, qui m'a offert avec Fred Soul une chanson aussi que vous verrez aussi, prochainement. Les moyens de diffusion, ils peuvent paraître, assez nombreux, mais en fait non. Il y a pas assez de comment dire? On se connaît pas. Par exemple, par rapport à l'Afrique qui est un marché très intéressant et qui est un marché émergent, dans les années qui arrivent là, 75 de la population aura des smartphones, donc c'est un marché qui est très important par rapport à la création et où malheureusement les droits d'auteur, il y a pas, il y a pas, on n'est pas encore arrivé à un stade où les auteurs arrivent à vivre de leur art, sont respectés et on respecte leurs droits. Il faut que les artistes prennent un peu en main leur carrière et je pense qu'on est les créateurs de richesse sans être un but de notre personne, mais c'est une vérité. Donc nous créons des contenus. Il faut absolument qu'on arrive en Afrique à être autonome et à vivre de notre art. Je ne veux plus entendre parler d'aumône ou de quête pour un artiste. Il faut qu'on crée un équilibre entre l'industrie, la création. Et il faut que les artistes puissent trouver une autonomie pour pouvoir créer dignement, tout simplement. Merci beaucoup, Samira Bramia, d'avoir été avec nous. Vous évoquiez il y a quelques instants la difficulté, comment de grands artistes sont tombés dans l'oubli. La transition est donc toute faite, puisqu'on va parler de Mohamed Igerbouchen, un grand compositeur algérien du XXe siècle, qui a réalisé la musique de grands films et qui est tombé dans l'oubli au final. Slimane Zeguidour va nous en parler. Bonjour Slimane. Bonjour Mohamed. On va donc parler de ce grand compositeur algérien du XXe siècle, Mohamed Igerbouchen, qui a eu une histoire assez extraordinaire. Mais d'abord, avant d'évoquer cet homme, il faut recontextualiser les choses. Pourquoi? Eh bien parce que son histoire se confond, Slimane, avec l'histoire de la musique algéro-française, franco-algérienne. Oui, en effet, Mohamed, l'histoire de la musique algérienne moderne est inséparable de la présence française en Algérie.
Comme vous le savez, jusqu'en 1962, l'Algérie, c'était une extension de la France. Sur le plan musical, cela a donné le fait que les premières voix arabes jamais enregistrées sur phonographe l'ont été en Algérie, de même que les premières images de cinéma l'ont été en Algérie. Et cela a donné une flopée de musiciens algériens, juifs algériens, berbères, et qui ont rempli tout le XXe siècle par des concerts populaires dans tout le pays, des disques à foison. Et on peut dire dans ce cas-là, avec ces musiciens franco-algériens, que des chanteurs français d'origine algérienne d'aujourd'hui, comme Chimène Badi, Slimane Nebchi ou même Alain Bachung, ont de grands précurseurs. Parmi ces précurseurs, il y a Mohamed Iger Bouchen, dont vous parliez, qui est sans doute le plus grand compositeur algérien du XXe siècle. Il est né en petite Kabylie, en grande Kabylie, pardon. Ensuite, il est parti à Alger et là, son destin rencontre celui d'un aristocrate anglais, peintre, habitant à la Casbah, qui, voyant ses talents musicaux, l'a amené en Angleterre, à Manchester, l'a inscrit à l'Académie royale de musique, où il a eu une solide formation classique. Et à partir de là, sa carrière est partie comme un météore. Il a fait des opérettes, des rhapsodies, rhapsodies kabyles, rhapsodies arabes, des thèmes inspirés des Mille et une nuits, des contes populaires nord-africains, jusqu'au jour où, à Paris, où il rencontre Picasso, Jean Cocteau, il rencontre Julien Duvivier, le grand réalisateur français, qui lui demande de composer la musique de Pépé le Moko, avec Jean Gabin. C'est une histoire qui se passe à la Casbah d'Alger, même si c'est enregistré dans les studios parisiens. Et là, Mohamed Iger Bouchen fait exploser son talent. Pépé le Moko est d'une certaine manière l'acte de naissance du cinéma populaire français. Du coup, Iger Bouchen devient mondialement célèbre. Il se produit à Londres pour enregistrer la version américaine de Pépé le Moko. La BBC lui demande d'interpréter ses rhapsodies sur sa radio. Il reçoit même le nom, en hommage à Igor Stravinsky, le nom de Igor Bouchen, des formations sympathiques de Iger Bouchen. Et après cela, il va continuer sur sa lancée et il rencontre le grand chanteur judéo-algérien qu'on appelle Salim Halali, de père turc et de mère juive berbère algérienne, et qu'on a surnommé le Gilbert Bécaud arabe. Et tous les deux, ils vont produire une cinquantaine de succès musicaux de style mambo, cha-cha-cha, flamenco, qui vont enflammer le monde arabe de Bagdad à Casablanca. Et la guerre d'Algérie éclate. Iger Bouchen est toujours à Paris, il est adulé, il passe à la radio, ses chansons sont reproduites, diffusées dans toute l'Europe. Et puis en 1956, il rentre à Alger. Il est embauché par l'ORTF d'Alger, où il continue de composer des musiques. Et en 1962, d'une certaine manière, son étoile pâlit un peu, il est malade et il s'éteint à Alger dans un quasi-anonymat. Et aujourd'hui, malgré les réseaux sociaux, l'Internet, eh bien, c'est l'un des plus illustres inconnus de la musique algérienne. Et comment vous expliquez qu'il soit tombé dans l'oubli de la sorte, Slimane? En Algérie, il n'y a pas encore une culture de la sédimentation historique, il n'y a pas encore une culture, disons, encyclopédique, il n'y a pas, par exemple, d'encyclopédie algérienne. Il n'y a pas un manuel d'histoire de la musique algérienne, c'est-à-dire un manuel complet, chronologique, avec des biographies. Et tout cela reste encore à faire en Algérie. Merci beaucoup Slimane. Tout ce que l'Algérie a produit dans la musique s'est retrouvé notamment dans l'âge d'or de la scène raï lyonnaise dans les années 1980-1990. Un projet inédit baptisé Maghreb Cassette Club ressuscite cet âge d'or musical avec notamment Péroline Barbet qui est avec nous aujourd'hui dans Maghreb Orient Express sur TV5 Monde. Succès 96 vous présente Rachid Staifi. Les arrangements musicaux sont de Cheb Hakim. au violon, Azouz Staifi. à la basse. Jean-Jacques. Bonjour Péroline Barbet. Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous dans Maghreb Orient Express sur TV5 Monde. C'est donc un projet que vous avez initié avec également à vos côtés Simon Debardieu. Alors vous êtes réalisatrice sonore, vous êtes également musicologue. Comment est née au fond l'idée de ce projet musical inédit d'exhumer, si l'on peut dire, tous ces chanteurs algériens, originaires d'ailleurs pour la plupart de l'Est algérien? Comment est née l'idée de ce projet? C'est un travail au long cours en fait, c'est le fruit d'une longue recherche en fait qui a pris plusieurs années, qui a commencé à l'époque où je travaillais dans une association qui s'appelle le Centre des musiques traditionnelles Rhône-Alpes. Ouais. Voilà, il y a presque 6 ou 7 ans. Et c'est un musicien de Lyon, Richard Monségu, qui est venu un jour avec une boîte à chaussures de cassettes qu'il avait collectées comme ça de manière un peu personnelle et au gré des rencontres, et c'était des cassettes de musique du Maghreb, de Lyon. Et j'ai numérisé ces cassettes, et puis en les écoutant, je suis tombée amoureuse de ce son et de ce support aussi, de ce que racontaient, de ce que véhiculaient ces cassettes. Et surtout, j'ai découvert qu'il y avait tout un réseau de production et de diffusion locale dans ma ville. Donc voilà, c'est facile de travailler sur ces musiques d'ailleurs en étant ici, quoi. Alors, ces musiques d'ailleurs, en voyage, hein, il y a, il y a Sétif notamment, il y a Batna. D'ailleurs, les chanteurs, hein, Là-bas, Zahedi El Constantine. Batni, Batni, ça veut dire qu'il vient de Batna. On a aussi, par exemple, Nordine Staifi. C'est pas le seul d'ailleurs de Sétif, visiblement. Il y a beaucoup de patronymes comme ça, Staifi. Parlez-nous de ces musiciens, ces chanteurs, en fait. Qu'est-ce qui les caractérise? Parce qu'il n'y a pas que le rail, hein. Il y a de la pop, il y a Shawi, il y a du disco aussi. Oui, c'est hybride. C'est des musiques hybrides en fait qui sont à la croisée entre les anciennes musiques traditionnelles locales, les musiques de terroir, et puis en même temps, c'est la période. Ce support cassette, il symbolise aussi une période historique entre la fin des années 70, début des années 80, jusqu'au milieu des années 90, où le son des musiques du Maghreb s'électrifie, s'amplifie, se métisse à d'autres sons, donc plus pop ou rock ou parfois disco. Enfin voilà, nous c'était ce qui nous intéressait sur ce vinyle, c'était de faire ressortir toutes ces curiosités sonores, toutes ces hybridations, toutes ces inventions débridées. Maghreb Cassette Club, c'est donc le titre de ce projet. Est-ce que on imagine que sociologiquement, vous avez aussi des choses à nous apprendre? On sait qu'il y avait bien entendu le fameux bistrot de Lyonnais et de la région, hein. C'est pas seulement Lyon, c'est toute l'agglomération lyonnaise, sa périphérie. Mettez-nous un peu de couleur. C'était quoi l'ambiance à l'époque? Ces chanteurs, ils se produisaient, il y avait des cassettes, mais ils se produisaient aussi dans des cafés, ils se retrouvaient? Alors, les musiciens en parlent aujourd'hui comme d'une période bénie où où la musique était très présente dans leur vie et puis dans la vie des familles en fait immigrées de Lyon et où il y avait plein d'endroits où cette musique pouvait se donner à entendre. Donc, il y avait des cafés musicaux, il y avait beaucoup de musique dans les fêtes aussi, les fêtes familiales, donc les mariages en particulier, les fêtes de circoncision, les fêtes, enfin voilà, tout ce qui peut rythmer la vie d'une famille en France. Voilà, les chanteurs sont très demandés, ils sont adorés, adulés, les cassettes s'arrachent, les musiciens gagnent bien leur vie aussi, il y a beaucoup d'argent. L'argent coule à flot, ça c'est quelque chose qui... l'argent liquide hein, en plus, puisque dans les bars, les chanteurs étaient payés au billet, comme ça. On a retrouvé les cassettes en premier lieu. Ensuite, à partir des cassettes, on a contacté les chanteurs, on a recontacté les chanteurs, on a beaucoup parlé avec les producteurs aussi pour comprendre comment est-ce que ces musiques étaient éditées, enregistrées, etc. J'ai retrouvé aussi un propriétaire de studio à Villeurbanne chez qui pratiquement tous les chanteurs étaient passés. J'ai recueilli leur récit, en fait, leur récit de vie. Voilà, on a essayé de plonger un peu aussi dans les thématiques des chansons. Qu'est-ce qu'elles véhiculaient, qu'est-ce que ça racontait, tout ça. Elle parle beaucoup d'exil, elle parle évidemment d'amour, des désillusions aussi de l'immigré. Parfois, elle chronique aussi la vie politique française. Alors ça, c'est plus étonnant. C'est tout un patrimoine de la musique algérienne. C'est aussi, vous l'avez dit, toute une époque où ces artistes finalement gagnaient leur vie. Certains sont restés célèbres, d'autres sont tombés dans l'anonymat, dans l'oubli. Est-ce que vous avez des nouvelles de certains d'entre eux? Certains, hélas, nous ont quittés, d'autres non.
Comment ça s'est Oui, passé? alors en fait, il y en a beaucoup qui sont restés vivre à Lyon, hein, qui se sont enracinés, qui ont fondé leur famille, qui ont des enfants aujourd'hui. Et donc, on les croise souvent aux abords de la place du Pont, donc cette place qui est un peu le lieu de convergence de tous ces producteurs et ces vendeurs de cassettes. Là, de la compile, il y a encore Rabah El Magnaoui qui est là, pas très loin d'ici, à Villeurbanne. Zaïdi El Batni qui est encore là. Il y a aussi Shabati le Jeune qui est là. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de musiciens qu'on peut encore voir et qui sont volontiers friands de raconter. Merci beaucoup, Péroline Barbet. Donc, Maghreb Cassette Club, eh bien, on va pas s'en priver. On va terminer en musique cette émission, Maghreb Orient Express. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro et on se quitte donc en musique avec Zaïdi El Batni.